et les possibilités qu'il peut nous permettre. Je suis vraiment très content d'être avec vous. À la diapo suivante, on présente que l'activité est présentée par Nathalie et moi. Sonia, la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, moi, je suis avec Adrien Payette, concepteur de la méthode du groupe de co-développement il y a maintenant quelques années de cela. Finalement, on ne pensait pas que cette méthode serait aussi connue, deviendrait aussi populaire. Peut-être que dans la prochaine édition du Petit Robert, le mot co-développement va rentrer dans le Petit Robert, mais on sait qu'il est utilisé à quelques sauces actuellement. Donc, avec Adrien Payette, en 1997, on a écrit un volume sur le sujet qui a fait son bout de chemin. Et moi, j'ai republié un volume chez Erol en 2021 en France et en fait en Europe et en Amérique, une autre version de l'ouvrage avec des cas différents et plus nombreux dans cette autre version. Et Nathalie? Oui, je peux me présenter rapidement. Je pense que peut-être la plupart me connaissent avec la casquette IFOD. Moi, j'ai été formée au co-développement par toi, Claude. Donc, j'ai eu la chance d'être ton élève et puis après toi, disciple. Je suis aussi avec la casquette IFOD, donc enseignante dans le parcours métier de coach et à côté coach, executive coach, superviseur de coach, thérapeute et aussi cognitive designer dans une entreprise Humans Matter. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est pas tellement rester sur le sujet du codev en tant que tel. C'est pas une formation en codev, c'est pas une information sur le codev, mais on va faire un mouvement en avant, un mouvement avec les nouvelles pratiques du co-développement. Donc c'est quelque part innover et puis faire des écarts, c'est entrevoir qu'est-ce qui va se donner aujourd'hui, ce qui se donne déjà, et puis par ajustement, comment est-ce qu'on s'ajuste au monde qui change. Et tout ça, c'est aussi peut-être oser. Parce que vous allez voir, avec toutes les idées, avec tout le benchmark un petit peu qu'on a fait sur les nouvelles pratiques, c'est aussi oser par vicariance, c'est-à-dire le fait, vous savez, de regarder, de voir ce que font les autres. Peut-être que ça nous donne cet élan-là à nous aussi de pouvoir se lancer. Et enfin, ça va être créer un moment ensemble, ici, et puis cheminer un petit peu, et puis dans le lien, cheminer ou continuer le chemin, Claude. Oui, excellent, merci. À la diapo suivante, on veut voir avec vous les intentions de l'atelier. Donc, c'est faire valoir, en préparation aussi d'un atelier que l'on tient en novembre, faire valoir comment le co-développement peut être une démarche ouverte permettant d'apprendre ensemble et de s'entraider, donc un espace de possibilités, puis exposer certaines possibilités, tout comme des points de vigilance. Nathalie, tu parles qu'on a fait un benchmark. Il y a des choses dont je suis conscient qui se développent autour du co-développement. Il y a aussi plein d'initiatives que je ne connais pas encore non plus. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront en partager aussi avec nous des façons d'expérimenter, d'adapter, d'ajuster la méthodologie selon des besoins particuliers. Alors, pour vous connaître un petit peu, à la diapo suivante, si vous avez un téléphone portable pas loin ou simplement à l'ordinateur, deux questions qu'on aimerait vous poser. C'est, étiez-vous là l'année dernière lorsqu'on a tenu un séminaire sur le même sujet, ou avez-vous écouté ce séminaire en ligne de façon à ce qu'on puisse voir avec qui on interagit? Et la deuxième question traite un peu de votre expérience en co-développement et permet des choix de réponses multiples. Alors, si vous voulez prendre quelques instants pour ou bien scanner le code QR sur votre téléphone et y accéder avec votre téléphone, ou à l'ordinateur simplement en allant à menti.com, en insérant le code qui est indiqué ici, pour que vous puissiez répondre aux deux questions qui vous sont posées. Je vous mets le code dans le chat, comme ça, si vous voulez le copier-coller, vous pouvez aussi. Et on pourra regarder les résultats ensemble dans quelques instants. Et vous pourriez même aller les voir en direct si vous souhaitez, avec l'adresse qui est là. Et Sonia va nous montrer ça aussi à l'écran. Nous sommes combien actuellement de connectés, Nathalie? Oui. On est combien à être connectés actuellement? Alors, on est une trentaine de personnes. Je viens de vous poster le lien. Okay. Et Sonia, vas-y, va sur la première. Voilà.
Parfait. Écoutez, donc la majorité, on voit en tout cas sur les 16 personnes qui ont déjà répondu, on voit que la majorité n'était pas là le 16 mars 2022 et n'avait pas visionné le webinaire. Donc, on peut se répéter ou on peut revenir sur certains éléments sans avoir une impression de redondance. Et à la diapo suivante, à propos de votre expérience du co-développement, la majorité avait déjà une expérience d'animation de un ou plusieurs groupes. Vous avez été formé, la moitié d'entre vous. Vous avez été aussi membre d'un groupe régulier ou vous avez vu, assisté ou vous avez lu sur le sujet. Il existe d'excellents ouvrages sur le groupe de co-développement, donc vous avez peut-être vu un de ces ouvrages. Merci, ça me donne un peu une idée avec qui nous sommes en interaction. Comme on est un certain nombre, c'est parfois un peu difficile de savoir comment s'ajuster. Donc, on va revenir au diapo pour continuer la conversation sur cette base-là. Donc, ça va être une conversation exposée en deux temps et deux sujets, je dirais. Il va y avoir un temps d'exposé, en effet, plus en mode peut-être un peu plus unidirectionnel sur quelques idées, où je vais tenter de vous rappeler ce qui constitue pour moi quelques essentiels du co-développement pour essayer de lire ensuite quelques nouvelles pratiques, quelques innovations et quelques peut-être choses qui sont des écarts, qui ne sont pas du co-développement, ce qui va, à mon avis, mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, au contraire, comme méthodologie. Donc, deux modes, exposé et conversation en mode question-réponse. Et il y aura un temps aussi de questions ouvertes à la toute fin avec le temps dont on disposera. À la diapo suivante, on se questionne donc sur des nouvelles pratiques de co-développement et en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est un dogme? Est-ce que on est dans une église avec un rituel à respecter? Je suis plutôt du côté de la méthode qui se veut ouverte, adaptable selon des circonstances et l'évolution aussi de nos sociétés. Et mais tout en étant en même temps sensible à certaines dérives possibles. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. À la diapo suivante, vous avez une définition du groupe de co-développement. Je ne vais pas la lire. Vous aurez accès, je pense, aux diapos par la suite, ou en tout cas à la reprise de l'enregistrement. C'est aussi disponible dans les ouvrages sur le sujet. Essentiellement, le groupe de co-développement, c'est une méthode structurée pour apprendre ensemble et s'entraider avec des gens qui croient qu'on peut faire ça ensemble, apprendre ensemble et s'entraider, et qui on crée un cadre, une forme de communauté de pratique avec un nombre limité de participants pour favoriser les interactions et où chacun devient acteur de sujet et d'ailleurs devient client. Vous connaissez peut-être les rôles. On peut être client, consultant, animateur au sein d'un groupe de co-développement. Et on utilise le temps disponible, les sujets apportés par les participants dont on s'occupe un à la fois. Et dans une démarche réflexive, on prend du recul sur le sujet et on regarde avec le client les options qui s'offrent à lui, mais il demeure toujours maître d'œuvre dans son sujet et dans le traitement de l'information qui va suivre. Donc, méthode structurée, processus organisé, apprenance, entraide, ce sont des mots-clés que l'on retrouve dans la définition du groupe de co-développement. Et à la diapo suivante, je détaille quelques éléments, à mon avis, qui sont des essentiels, qui pourront constituer notre grille de lecture pour comprendre, pour regarder les innovations qui ont pu être apportées en co-développement. Le premier essentiel, qui est peut-être le plus important pour moi, c'est une démarche, un processus qui est centré sur le client. Une approche centrée sur le client comme la voulait dans un sens de psychologue Carl Rogers avec la thérapie centrée sur le client, la pédagogie centrée sur la personne. Ici, on a un processus centré sur le client, l'apprenant, et sur l'action, sur son activité, et de façon très concrète à partir de son activité quotidienne, qu'elle soit une profession, qu'elle soit une activité relationnelle ou autre. C'est un processus qui est aussi continuellement contractualisé pour la constitution du groupe, pour son déroulé, puis contractualisé à chaque rencontre pour voir avec le groupe comment on veut travailler, sur quoi on veut travailler, et avec le client, comment il souhaite être aidé par ses pairs. Et c'est itératif parce que ça va évoluer aussi avec l'évolution du groupe, dans l'organisation peut-être dans laquelle il se situe, mais avec l'évolution des apprentissages entre les participants.
dimension aussi démocratique du co-développement. C'est participatif, c'est en mode de co-création et ça fait partie de l'intention derrière la méthodologie qui est proposée. Donc, on n'est pas dans un mode de prise de décision à la limite sur une base uniquement de 50% plus 1. On n'est pas dans un mode de prise de décision, en fait, et on n'est pas que dans un mode de solution de problème non plus. Donc, les problèmes vont toujours être des occasions d'apprentissage pour les participants. La démarche se veut intentionnelle, donc avec une explicitation des intentions, et expérientielle, c'est-à-dire basée donc sur le concret, sur l'expérience de chacun des participants. Et en fait, on peut bien formaliser qu'elle est centrée sur une quête de chacun, une recherche de chacun, une recherche d'amélioration peut-être que chacun porte et qu'il aura intérêt à partager avec ses pairs pour qu'on puisse s'entraider et évoluer ensemble. Et en fait, tout le questionnement que l'on retrouve dans le co-développement et la recherche d'options à partir de ce questionnement, mais c'est une démarche d'enquête qui fait un pont avec la quête du client, une démarche d'enquête qui va viser, comme le point suivant le souligne, de l'explicitation, de l'objectivation. Même chose qu'en coaching, on vise l'objectivation. En co-développement, on vise une explicitation de la situation telle que présentée par le client de façon structurée. Et donc, on n'est pas nécessairement dans l'interprétation ou dans l'analyse. Et forcément, lorsqu'on va poser des questions, il va y avoir des questions sur le qui, le quoi, le comment. Le pourquoi, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va questionner en co-développement, sinon que le pourquoi en deux mots, dans le sens d'intention. Et donc, on n'est pas dans une approche analytique et encore moins psychanalytique. Donc, une démarche structurée d'explicitation, d'objectivation qui mise sur le groupe, sur le potentiel du groupe, sur sa dynamique et sur son intelligence de chacun des groupes, où l'intelligence de chacun se multiplie avec celle des autres. Avec aussi une intention commune, donc, je l'ai déjà dit, d'apprendre ensemble et de s'entraider. Et ça s'il y avait, je dirais, une devise du co-développement, ce serait bien ça, apprendre ensemble et s'entraider. Qui favorise une prise de recul, un pas de côté, de la réflexivité à tout moment dans la rencontre et en co-développement. Ce mécanisme de prise de recul va être utile pour regarder ce qui est en train de se passer, nommer, objectiver, justement, et parfois revenir tout de suite après dans l'action ou prendre des engagements sur les étapes qui vont suivre. C'est un laboratoire d'expérimentation dans lequel on va chercher la diversité. Donc, on peut se tromper, un co-développement, c'est merveilleux. Même on encourage les erreurs, on encourage les initiatives et les expérimentations. Alors, ça serait bien dommage de dire que le co-développement lui-même ne peut pas se mettre en mode d'expérimentation et en recherche de diversité de pratiques. Et comme vous le savez peut-être déjà, on ne recherche pas de consensus dans la diversité pour aider les clients. On lui dépose sur un plateau des options et c'est lui qui va voir ce qu'il veut faire avec ou pas, avec ce qui lui est proposé dans cette conversation qui a lieu avec lui et autour de lui. Il y a un espace de sécurité important que l'on veut créer pour favoriser cette expérimentation entre les participants en mode de volontariat et avec une forme de confidentialité qu'on va vouloir respecter pour être en confiance les uns avec les autres. Ce sont des éléments importants de la proposition de la méthode du groupe de co-développement. Et c'est en itération, en évolution continue et avec un approfondissement souhaitable d'une rencontre à l'autre, d'une session à l'autre, d'un groupe à l'autre, si on se projette dans le temps, dans les années, pour des gens qui feraient du co-développement sur plusieurs années. Et il y a aussi enfin quelque chose dans la simplicité et la subtilité. J'ai vu ce mot de simplicité qui résonne bien à la fois la complexité et la simplicité de la méthode du co-développement et aussi beaucoup de pragmatisme dans la méthode proposée elle-même et dans la recherche d'options pour passer à l'action chez le client. Donc, c'est essentiel, on doit les garder à l'esprit, à mon avis, pour regarder les innovations qu'on peut apporter à la formule initiale du co-développement, qui, on le sait, est une formule souvent qui se résume qui a plusieurs résumes à 6 étapes dans une démarche d'aide pour un client.
Et pour l'animateur, je dirais que ces essentiels se retrouvent forcément dans 3 dimensions de sa pratique en co-développement, c'est-à-dire autour du processus, la méthode en 6 étapes, par exemple, autour de l'espace de confiance que l'on crée, l'espace co-développement, l'espace réflexif conjoint de confiance, et autour de l'apprentissage, de trouver des occasions à partir de ce qui est exposé, en prenant du recul pour apprendre ensemble et s'entraider. Donc, pour moi, s'il y avait des éléments qui demeurent des repères, tout en gardant un esprit ouvert sur les innovations qui peuvent être possibles, ce serait ceux sur lesquels je reviendrai et sur lesquels je reviendrai dans les minutes qui vont suivre. Ça va, à date, Nathalie, est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là que tu vois? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Vous aurez les slides dès demain et c'est Sonia qui vous les enverra depuis l'IFOD. Très bien. Alors, passons à la diapo suivante. Florian est content. Il n'est pas le seul. Voilà. À la diapo suivante. Là, les gens étaient en train de prendre sinon des captures d'écran pour avoir. Oui, on va vous éviter la multicharge, la double tâche vitale, vous savez. Alors, Sonia, on passera à la. Excusez-moi, elle s'était passée. Reviens en arrière, s'il te plaît. Donc, quelques principes du co-développement, ils se retrouvent dans mon ouvrage. Ils reprennent certains éléments des fondamentaux que j'ai évoqués précédemment. Je n'y reviendrai pas, mais les effets du co-développement, du côté droit de la diapo, vous avez ce que l'on retrouve vraiment de plus en plus confirmé. Bien sûr, les gens trouvent la solution de problèmes, ils voient des apprentissages, ont des occasions de se créer des nouveaux réseaux de confiance avec d'autres personnes dans un esprit de communauté. Il y a des effets que les gens retrouvent quant à leur identité professionnelle, surtout quand les groupes regroupent des gens d'un même métier ou d'une même profession. Et même, ça va jusqu'à trouver du sens dans son activité. Et bien sûr, d'autres effets sont en termes de sentiment d'efficacité personnelle et de groupe, et on y reviendra à la fin de notre présentation, mais ce sont des éléments qui sont même documentés actuellement dans quelques recherches et qui visent en fait essentiellement, peu importe la pratique, une pratique qui soit consciente, qui soit efficace, qui soit connectée et autonome dans l'activité que l'on soutient en co-développement. Mais j'ajoute aussi, depuis quelque temps, qu'il soit responsable et engagé pour qu'on sente l'effet de et qu'on s'ajuste en fonction de notre activité sur la planète et sur le vivant. On aura l'occasion d'y revenir un peu. À la diapo suivante, j'ai listé là et vous en aurez assurément d'autres que vous pourriez vouloir ajouter à cette liste, quelques questions ou innovations ou écarts que vous avez pu voir comme étant des éléments de pratique du co-développement. Je vais tenter de les relever tous, de les commenter tous, mais on verra si le temps le permet. Par exemple, est-ce que réaliser du co-développement en organisation, en complémentarité de programmes de formation, quelqu'un m'a demandé récemment, est-ce que ça fait du sens de faire ça, du co-développement, en complément d'un programme de formation? Je dirais en fait que à l'origine, c'est ce que l'on faisait, Adrien et moi, essentiellement dans la pratique du co-développement, qui était complémentaire à des programmes de formation en management, en gestion. Le co-développement venait consolider des pratiques et des contenus à partir de l'expérience des participants. Il nous est arrivé par la suite de tenir du co-développement indépendant de programmes de formation, comme en soi une pratique de développement avec des pairs, mais elle peut très bien être connectée à des programmes de formation avec des outils, des grilles de lecture qu'on peut utiliser d'ailleurs pour aider le client dans les sujets qu'il présente. Bien sûr, ça peut nécessiter de cadrer et de recadrer certains types de sujets qui vont être apportés au sein de ce groupe. Mais si c'est contractualisé, je pense que ça peut être tout à fait acceptable. Tenir le co-développement en ligne, mais ça, il y a quelques années, on se demandait si c'était possible. La démonstration a été faite, et même pendant la pandémie, il y a eu des groupes de co-développement, comment il appelait donc, qui étaient carrément centrés sur l'entraide entre des pairs pour réussir à passer au travers de la pandémie
en utilisant la méthode du co-développement, et peu importe le sujet. Le sujet était souvent l'isolement, c'était des groupes de co-développement solidaire pour créer, dans ce moment très particulier que l'on a connu, des groupes de co-développement. Et on a appris de cette façon de faire, et il y a des formules maintenant qui intègrent même des applications qui ont été développées pour tenir le groupe de co-développement en ligne. Nathalie utilise celle de Human Matters qui s'appelle, tu veux dire un mot peut-être, Nathalie, là-dessus? Oui, Success, je vous le mets là. Alors, on l'a élargi en fait. À la base, c'était une plateforme de co-développement en ligne. Maintenant, c'est une plateforme de concertation pour l'action. Voilà, qui peut servir au co-développement, mais pas que. Et l'idée, c'est de designer une plateforme qui reprenne exactement les différentes étapes de la méthodologie initiale de co-développement et avec les sciences cognitives et l'avènement des nouvelles technologies, et j'en parlerai tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, merci Edouard, d'aller chercher la meilleure expérience possible, qui soit la plus cerveau-friendly possible, au niveau de l'apprentissage, au niveau cognitif, et aussi de l'apprentissage au niveau social. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais merci de l'évoquer, parce que ça vient complètement avec la question, en fait. C'est du co-développement à distance qui est augmenté par une plateforme qui permet justement de faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible. Voilà. Mais on peut avoir aussi d'excellentes expériences avec des applications de travail collaboratif standard, avec des ajustements dans la formule. Forcément, le groupe avantage parfois être un petit peu plus réduit qu'en présence. Bien sûr, il y a des indices non-verbaux que l'on ne voit pas aussi facilement, mais on se donne des moyens pour y accéder. Mais cependant, je pense qu'il est quand même bon d'avoir du contact humain. Et mais quand on fasse du co-développement en ligne, si on peut se voir en vrai à l'occasion, c'est préférable. Utiliser le co-développement pour des réunions de solutions de problèmes. Il y a des gens qui utilisent en fait la méthodologie du co-développement, les étapes pour faire de la solution de problèmes. C'est intéressant. Je pense que si on peut enrichir l'efficacité de réunions, mais par ailleurs, on n'est peut-être pas dans un mode en effet de co-développement avec les éléments, les paramètres qui sont nécessaires au co-développement pour créer la confiance au sein d'un groupe. Qui n'est pas nécessairement orienté sur la solution de problème, même si on travaille des problèmes. Parce qu'en co-développement, on peut ne pas résoudre un problème, et c'est bien OK, parce qu'on si on est capable de prendre du recul pour analyser la situation et voir ce qui se dégage du cas qui est présenté, mais c'est tant mieux, on va avoir réussi à apprendre ensemble. Il y a des gens qui trouvent, qui se disent, est-ce qu'on peut utiliser du photolangage en inclusion en co-développement? Ben oui, pourquoi pas. Le photolangage, pour moi, peut être un moyen qui soit utilisé et en inclusion, et si le client le souhaite. Et là, c'est toujours la question d'une démarche contractualisée. Si le client souhaite aborder son sujet et l'illustrer en utilisant des photos qui évoquent des choses que la parole ne traduit pas très bien pour lui, et pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi, si le client souhaite, prendre des photos pour illustrer un propos qu'on veut lui apporter à l'étape 4, lorsqu'on veut lui proposer des options quant à sa demande. Donc, il n'y a pas de souci à utiliser ça, à mon avis, sans devenir esclave de ces modalités de communication, et toujours en mode contextuel, centré sur les besoins du client. Intégrer des experts au sein du groupe. Ceci est intéressant. J'ai entendu des expériences récemment qui ont été faites en intégrant certains types d'experts au sein du groupe, avec le souci par ailleurs qu'il ne faut pas que l'expert prenne toute la place et prenne la place des autres participants, et qu'il y a comme une situation un peu déséquilibré en termes de pertinence de l'écoute ou de la contribution d'un membre ou l'autre. On parlera tantôt, un peu plus tard, de l'intelligence artificielle. Si on considère l'intelligence artificielle comme étant un expert possible au sein du groupe, il faudra avoir à pondérer sa présence avec celle des autres participants. Transmettre un bilan de fin de groupe. Donc, on convient qu'en co-développement, ce qui se passe en co-développement, il reste. Et maintenant, comment pourrait-on influencer notre environnement pour que lui aussi apprenne de ce qu'on a réussi à apprendre ensemble? Alors, moi, je pense que ça peut se faire.
mais ça peut se faire avec certaines conditions très bien contractualisées aussi et en mode vraiment totalement consensuel avec les participants. De sorte que si une information sort du groupe pour faire une recommandation, par exemple, à l'organisation dans laquelle les groupes de co-développement se tiennent, il faudrait que tous soient d'accord, que tous puissent exprimer, tous et chacun puissent exprimer leur confort à ce que cette information sorte de façon totalement libre et autonome et je dirais même secrète à la limite pour pas qu'il y ait de pression de groupe sur un participant ou un autre. Là, j'arrive à un sujet délicat, proposer du flash codev. Ici, c'est la question du temps. La question du temps en co-développement. Jusqu'où peut-on réduire le temps affecté en co-développement? Essentiellement, le co-développement est une démarche qui nécessite un minimum de temps pour créer l'esprit, la confiance entre les participants et aussi pour traiter le sujet que le client apporte au groupe. Il y a des gens qui croient qui ne jurent que par des très longues séances qui vont durer de 3 heures par séance. Bon, il est vrai que très souvent, moi, j'anime des groupes de co-développement qui vont durer 2 heures, 2h30, peut-être 2 heures, 2h30, et où la séance prend un bon moment. Mais il y a aussi autre chose qui s'ajoute à la séance, qui est le choix du client, qui est le retour sur l'activité, qui est la préparation pour la prochaine, qui est l'apprentissage que l'on fait à divers niveaux sur notre façon d'écouter, de questionner, de s'entraider, etc. Alors, je pense qu'il peut être possible de réduire la durée d'une séance jusqu'à peut-être 45 minutes. En dessous de ça, le co-développement très court va peut-être avoir de la difficulté à se donner les bons temps pour pouvoir réaliser les apprentissages, avoir du temps suffisant pour poser des bonnes questions, tout comme faire un retour sur ce qu'on a retenu comme groupe ensemble. Mais on peut assurément jouer avec le temps. Et parfois même, on peut imaginer du co-développement avec une séance relativement longue, de peut-être 1h30. Et pour un client qui a un sujet très, très ponctuel et qui nécessite une conversation courte, on peut se permettre des conversations plus rapides. Voilà. Donc, à certaines conditions, on peut, à mon avis, tenir ça plus rapidement. Mais il faut qu'elle puisse être respectée. Choisir le client au préalable, je pense que les deux sont intéressants, que le client soit choisi sur place ou au préalable. De toute façon, moi, je demande toujours aux participants au développement, si vous étiez client aujourd'hui, quel serait votre sujet? Et c'est une façon de transmettre la quête dans laquelle on se situe et de la faire vivre avec les partenaires d'apprentissage avec lesquels on travaille. Considérer le co-développement comme un métier ou une pratique professionnelle formelle, c'est-à-dire accréditer des gens. Il y a simplement des formateurs accrédités qui peuvent donner la formation. Ce serait un métier comme celui d'un coach. Peut-être. Peut-être que ça peut être intéressant de le voir comme ça. Et c'est à certains égards une certaine garantie d'assurance qualité. Pas une garantie totale, cependant une certaine garantie. Mais par ailleurs, personnellement, je trouve que le co-développement est un peu plus proche de la méthode que de la pratique professionnelle. Il doit être, comment dire, manipulé avec doigté, avec compétence, avec lucidité. Mais ça peut se faire, quelqu'un qui est un manager, un enseignant, un coach peut, à mon avis, faire du co-développement sans nécessairement être formé et accrédité. C'est une chose par ailleurs qui est importante, à mon avis, c'est de rester, de rester lucide, de rester présent, d'être en mode d'amélioration continue et de se donner des occasions de réflexivité sur notre pratique, idéalement avec des pairs, dans un mode de co-vision, d'intervision. C'est une formule qui sied très bien au développement professionnel en co-développement. Utiliser les apprentissages pour servir la collectivité ou l'environnement. Je crois de plus en plus qu'on doit se poser la question sur les impacts de nos activités humaines. Et peut-être que même en co-développement, c'est une question transversale qu'on pourrait se poser. Comment est-ce qu'on peut contribuer à un monde meilleur? On dit que par les valeurs que le co-développement transporte,
ils contribuent à changer le monde, à transformer le monde, les participants et le monde autour d'eux. Et bon, tant mieux si on peut continuer à aller dans ce sens, et ça peut nécessiter d'enrichir certaines étapes du co-développement. Et là, je me rends compte que j'en ai passé qu'une partie. Il y avait une deuxième colonne qu'on pourrait passer. On est déjà presque à la mi de notre webinaire. On fait quoi, un atelier? Est-ce que je continue ou on change de mode? Eh bien, en fait, vous pouvez regarder un petit peu les différents points que Claude vous propose. S'il y en a qui vous interrogent, vous pouvez le mettre dans le chat, comme ça peut vous faire office de questions. Oui. Et puis, on pourra le développer. Et puis, en attendant, on peut avancer si tu veux. Et s'il y en a d'autres aussi, en fait. Oui, s'il y en a d'autres. Pour l'instant, je n'ai pas de questions du tout dans le chat. Donc, je pense que les gens sont peut-être plus en nourrissage et en inspiration. Et peut-être qu'ensuite, avec la collision de la représentation, les questions viendront. Mais je pense que peut-être qu'on peut continuer en vous invitant. Et quand même, le point que je prendrai dans la liste, celui d'explorer les émotions des clients. J'ai entendu des gens, des fois, récemment, qui disaient il faut totalement rentrer dans les émotions, et d'autres qui disaient il faut exclure les émotions. Le co-développement, ce n'est pas une approche qui vise le partage émotionnel. Je me situe un peu entre les deux, dans le sens où si on dit que le co-développement s'adresse à une personne dans son entièreté, tête, cœur, corps, mais forcément, il va falloir s'intéresser aux émotions, s'intéresser peut-être même aussi au corps et au mouvement, même si le fait d'agir, c'est une forme de mouvement. Par ailleurs, on n'est pas en train de rentrer dans l'émotion. Il s'agit d'expliciter l'émotion ici. C'est-à-dire, il y a de la colère, où je sens dans ton propos qu'il y a de la colère, mais il ne s'agit pas d'aller dans l'histoire de notre client pour aller plus loin ici. Il y a d'autres modalités, d'autres formes de groupes ou de thérapie qui peuvent beaucoup mieux servir ce besoin, d'autant plus que généralement, les animateurs n'ont pas une expertise, ne sont pas formés pour traiter ceci de cette façon-là. Mais quand même, l'émotion est un moteur chez la personne humaine, et il serait bien dommage de ne pas la nommer lorsqu'on aborde le sujet d'un client. Alors, quand on invite à interagir, nous avons 3 questions ou bien suggestions. Alors, la personne, je ne sais pas son prénom, il y a marqué contact maison du coaching qui nous dit certaines grandes entreprises exigent une certification en CODEV pour intervenir chez eux. Oui. Je m'appelle Philippe, excuse-moi, mais j'ai pas réussi. C'est Philippe. Enchanté Philippe. Tu veux dire un petit mot, Claude, là-dessus sur la certification en CODEV pour intervenir? Oui, ça, j'ai de la difficulté à me positionner parce qu'au Québec, pour nous, la question de la certification n'est pas nécessairement un enjeu pour pratiquer une activité comme le co-développement, alors que je sais que chez vous, il y a des institutions, parfois même pour obtenir du financement, obligent à une forme de certification. Donc, là, on peut pas faire autrement à ce moment-là que d'aller dans ce sens-là si on veut travailler avec ces organisations-là. Par ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs possibilités ensuite entre les établissements qui offrent la certification. Bon, tous ne sont pas nécessairement reconnus par France Compétences, il y a cet enjeu-là aussi. Il y en a seulement certaines qui ont fait, je crois, les démarches pour pouvoir obtenir, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer les possibilités. Et que je ne crois pas qu'il y a une formule unique qui s'applique à tous en termes de profil de formation. Si vous avez déjà une expertise de coach, à mon avis, c'est différent que si vous entrez dans l'univers des pratiques d'intelligence collective sans trop d'expérience. À mon avis, la formation ou le perfectionnement devraient être ajustés en conséquence. Mais donc, je pense que il faut faire avec. Actuellement, si la certification est exigée, de même que pour faire du coaching, il faut faire avec. Merci, Claude. Il y avait la question aussi sur l'inclusion du N+1 au sein d'un groupe. C'est ça, exactement. Lauriane. Oui, en effet, on s'attend initialement, on crée souvent des groupes de co-développement sur une base de liberté totale et d'autonomie, de façon à ce que les participants puissent ne pas être influencés par la présence de l'autorité sur les sujets qu'ils vont présenter ou l'utilisation de l'information qui est déposée au sein du groupe.
Et ce qui faisait qu'au début, on recommandait que le N+1 ne soit pas là. Or, il est quand même arrivé des groupes où le N+1 n'était pas là en début de processus. Et quelqu'un a une promotion au sein du groupe, tout à coup, alors le N+1 était au sein du groupe. Il y avait des décisions à prendre à ce moment. Je pense que c'est une question de maturité aussi. Il y a des organisations dans lesquelles le N+1 ou même le N+2 pourrait être présent et puis on va être capable de contractualiser les conversations qu'on va avoir au sein de cet espace, de façon à ce qu'on va être en confiance pour l'utilisation ultérieure des résultats. Et attention, il ne s'agit pas ici d'un comité ou d'un groupe de travail de l'entreprise, d'un comité de gestion que l'on constitue en mode de co-développement. Donc, il faudra peut-être bien nommer dans le contrat qu'on aura entre les participants qu'implique la présence du N+1, quelles sont les réserves que l'on peut avoir. Et il y aura peut-être des sujets qui ne seront pas abordés à cette table. Si, par exemple, pour un des participants, son sujet, c'est ma relation avec mon N+1, et il est autour de la table, ce sera peut-être un peu difficile à le faire. Donc, à mon avis, c'est une question de maturité. Mais si on veut des garanties, c'est plus facile de ne pas permettre la présence du N+1. On a à vérifier si le N+1 veut être là simplement pour lui-même vérifier ce qui se dit à cette table, ou s'il s'installe lui-même dans un mode de développement avec des pairs. Et une bonne façon de le savoir, c'est souvent d'inviter le N+1 à être le premier client dans ce groupe et voir jusqu'où, comment il met la table et quel genre d'ouverture il suscite avec ses autres partenaires d'apprentissage. Alors, il y a Christelle qui est intéressée par tout, hein. Elle est praticienne CNV, praticienne narrative. Ensuite, il y a eu des échanges avec la pratique narrative, que tu te rappelles qu'on avait testé et expérimenté à la première masterclass. Et on a vraiment de beaux échanges au sujet de cette pratique-là. Bon, là, on ne pourra pas la déplier complètement, puisque c'est très spécifique. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les pratiques narratives. Mais sachez que l'hybridation porte ses fruits et il y a eu des choses vraiment magnifiques qui sont sorties de ces expérimentations. Et il y a il y a un discours aussi qui dit le co-développement est tellement une méthode géniale qu'elle n'a pas à se transformer pour s'hybrider et on devrait la faire telle qu'elle. Oui, je pense que c'est vrai que la méthode est géniale et les gens qui la pratiquent se rendent compte souvent avec surprise des impacts et de la satisfaction des participants, de la transformation même de participants, tant dans leur façon d'écouter, d'être en relation et aussi à partir des sujets qu'ils apportent. Alors, ici, l'hybridation le co-développement peut assurément profiter de l'hybridation, comme d'autres méthodes peuvent profiter aussi d'utiliser le co-développement pour compléter. On avait eu une conversation intéressante avec les gens qui font de l'analyse de pratique et à la revue d'analyse de pratique, avec la revue québécoise de l'Association québécoise de co-développement, on avait produit un numéro conjoint où on avait fait des séances en mode analyse de pratique et en mode co-développement pour comparer nos pratiques. Et il y a une complémentarité, il y a des angles initiaux qui sont différents dans une méthode et dans l'autre, mais il y a des complémentarités que l'on peut aussi aller chercher chez l'autre. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux qu'on avance? Oui, allons-y. Donc, si on voit les variations que j'ai évoquées et peut-être d'autres auxquelles vous pensez, elles ont plusieurs dimensions. Il y a celle du contexte et du lieu où le co-développement se tient. Par exemple, dans une entreprise où il y a un parcours d'apprentissage, parfois dans des équipes naturelles. Le co-développement va être utilisé dans des professions. J'ai vu des notaires, des avocats, des médecins, des managers travailler en mode de co-développement. Au sein de collectivités, ça se déploie de plus en plus pour développer le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Parfois, jusqu'à même du co-développement personnel. Et c'est même un défi, à mon avis, c'est un défi, ça, ici, là, mais j'ai une collègue qui a commencé à démarrer des groupes de co-développement sur une base strictement personnelle. Donc, les gens viennent comme parents, comme citoyens. Ils viennent au sein du groupe. On prend les sujets que les gens veulent apporter sans qu'il y ait initialement de pratique initiale similaire. Alors ici, je pense qu'il faut aussi peut-être encore même plus de vigilance qu'en organisation,
parce qu'on peut se retrouver avec des personnes qui apportent toutes sortes de sujets très personnels et qui auraient peut-être besoin de soutien autre que celui qu'on va trouver en co-développement. Alors, l'animateur doit être assez alerte, je crois, et assez compétent pour bien gérer ce type de situation. On voit des variations aussi dans les propositions qui posent la méthode du co-développement sur un continuum. Est-ce que c'est une fin ou est-ce que c'est un moyen? Hein, de voir le co-développement comme une profession, c'est une fin en soi. De voir comme une méthode pédagogique, mais c'est de voir le co-développement comme un moyen. On peut voir le co-développement comme une méthode de solution de problèmes techniques ou comme une pratique d'intelligence collective et d'entraide. Il y a comme deux pôles ici dans les variations de la perception de ce qu'est le co-développement. On peut le voir comme une stratégie unique en soi qui fonctionne bien, et c'est vrai qu'elle fonctionne bien seule comme ça, mais elle peut aussi très bien profiter d'hybridation. Moi, quand je vois un client au développement qui dit « J'aimerais que vous me proposiez sur mon sujet des images qui vous viennent quand vous voyez la situation ou des ressentis que vous avez sur le sujet, ou que vous m'écriviez un haïku sur le sujet pour voir comment ceci m'inspire. » Ben, la communication se fait avec un langage différent et je pense que ça peut être très percutant chez le participant. En termes de format et de modalité en durée, on l'a vu en termes de présence ou en ligne, puis avec des applications qui existent sur le sujet. En termes d'intention, le co-développement, ça va varier. Puis en termes d'intensité, il y a des groupes de co-développement qui vont vouloir aller dans un niveau de maturité, de profondeur très, très grand. Mais on peut aussi aller avec quelque chose d'un peu plus superficiel qui va être, à mon avis, très, très pertinent aussi. Et puis, donc, les variations peuvent être centrées sur le client individuel, sur plus que le client et le groupe au sein de la démarche de co-développement, et peut-être plus encore sur la collectivité, sur l'environnement et autres possibilités. Donc, ça résume, à mon avis, ce que moi j'observe comme variation, et vous en voyez peut-être d'autres variations qu'on n'a pas approchées directement ou indirectement ici. La diapo suivante, on passe à autre chose, si vous voulez, on regarde quelques pistes, quelques perspectives en termes de développement du co-développement, en se disant, ben, si c'est pas si figé dans le béton, quelles sont les autres pistes d'exploration que l'on pourra regarder? Dans quelques instants, Nathalie va nous parler des sciences cognitives et l'apport en co-développement. On a vu dans plusieurs organisations comment le co-développement avait un impact positif sur la santé mentale des participants, sur le développement de leur pouvoir agir, et en fait même des résultats carrément positifs en termes de réduction d'absence au travail, parce que les gens trouvent un lieu d'appartenance et se donnent aussi de la prise sur le réel. Je l'ai évoqué un petit peu, Oui. À mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait développer encore plus, comment le groupe de co-développement pourrait servir la planète, servir aux vivants en mode de développement durable et d'augmentation de la robustesse des personnes et de nos institutions. Il y avait une conférence intéressante du directeur, je pense, de l'Institut Philippe Serre, Olivier Hamon, qui évoque comment nos sociétés vont avoir besoin dans l'avenir de se doter davantage de robustesse et qui présentait justement le co-développement comme une façon de travailler différemment entre nous pour contribuer à élaborer cette robustesse. Donc, il y a une piste là qui, à mon avis, qui est assez intéressante. En termes d'interculturalité, on s'est rendu compte que le co-développement passe bien le test dans plusieurs cultures. Il y a un prochain numéro au mois d'octobre sur lequel on a travaillé cet été, un numéro de la revue de l'Association québécoise de co-développement qui va porter sur le co-développement utilisé dans plusieurs cultures différentes, avec quelques ajustements et quelques pistes aussi sur lesquelles on pourrait continuer à travailler. Et dans quelques instants aussi, tout en nous parlant des sciences cognitives, Nathalie va nous parler aussi de l'intelligence artificielle et de co-développement. Alors, à toi, Nathalie. Merci, Claude. Alors, très rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et puis j'aimerais vous redonner la parole pour les questions, si jamais.
Sonia, sur la slide suivante, alors c'est une slide pour vous donner le visuel, mais finalement, en intelligence artificielle, un exemple de comment est-ce qu'on l'intègre à l'intérieur d'un groupe de co-développement. Donc là, dans ce cas-là, c'est dans WeSuccess, donc ça se fait à distance. Vous avez des participants qui se connectent, on voit la vidéo, il y a un animateur qui est là aussi, et puis qui passe les différentes étapes du processus, et l'intelligence artificielle qui est là, qui est une intelligence artificielle qui est supervisée, hein, en fait, elle peut intervenir. Donc déjà, elle a à manger, c'est-à-dire on la nourrit de tout ce qui se passe à l'intérieur de la séance. Tout est historisé, c'est-à-dire quand on pose une question, la question, elle est écrite, et donc l'intelligence artificielle peut y avoir accès. Quand on met à jour la problématique également est écrite. Donc en fait, l'intelligence artificielle se base sur toutes ces informations pour pouvoir proposer. Alors, en fait, l'animateur de co-développement à ce moment-là peut solliciter l'IA pour certaines questions ou pour certaines propositions sur la base de ce qu'elle a compris du sujet. Donc, il y a un phénomène d'apprenance aussi, d'apprentissage au fur et à mesure des séances, bien sûr. Et en fait, c'est à l'animateur de solliciter l'IA ou pas, d'ailleurs, quand il considère que la question peut être pertinente, si elle n'est pas redondante, par exemple. Donc, en général, l'IA, en fait, respecte les règles pour poser des questions, vous savez, les questions non fermées, la question non inductive, etc. Il n'y a pas besoin de refiltrer, de lui apprendre, mais c'est l'animateur qui a la main. Donc, c'est un exemple de comment intégrer l'IA. Alors, ce n'est pas faire un groupe de co-développement avec que des IA, on n'est pas là. Il y a des vraies personnes, il y a un client, il y a un animateur et il y a des participants, des consultants, et en plus, on peut solliciter une IA. Donc, c'est ça, c'est la force du collectif, augmenter de l'apport de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Si vous voulez tester, on peut tester pour vous rendre compte. Il y a vraiment l'animateur qui peut se rendre compte, je pense. Mais parce que c'est lui qui manage, en fait, c'est lui qui a les manettes. C'est très intéressant, en fait, cette idée. En fait, moi, j'avais un peu peur aussi qu'on considère l'IA comme un expert qui est autour de la table et qui, lui, qui dise, ben, voici quelles sont les solutions à ton problème avec l'analyse que j'ai faite sur Internet et voici les solutions. Mais ça ouvre aussi la piste à la possibilité que l'IA, en fait, nous aide à être davantage réflectifs et nous indique, par exemple, quel genre de questions est-ce qu'on est porté à poser au sein de notre groupe pour apprendre à recadrer ou améliorer notre questionnement du côté du client. Exactement. Donc, c'est un exemple. Voilà. Après, très rapidement, quelle heure il est? Ouais, très rapidement. Si tu passes à la slide suivante, Sonia. En fait, ce qu'on nous demande souvent aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle de sciences cognitives et puis de tous les apports qu'on peut avoir avec le co-développement, c'est pas tellement pour finalement aller chercher un peu plus loin comment est-ce qu'on pourrait améliorer, faire différemment, etc. Mais c'est plus comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre. Il y a de plus en plus de clients aujourd'hui ou de personnes qui ne connaissent pas ou qui voient ça de loin, qui nous demandent mais sur quoi ça se base? Comment est-ce que c'est cerveau-friendly? Comment est-ce que ça peut être vu au regard des théories de l'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut aussi étayer le processus par rapport à ce qu'on connaît de la science? Donc là, souvent, on nous demande, mais alors par rapport aux théories de l'apprentissage collectif, vous nous dites qu'on apprend mieux, qu'il y a peut-être, c'est pas une efficacité, mais une plus grande aptitude, en fait, à justement générer de l'apprentissage et de l'action derrière. Prouvez-le-moi. Donc souvent, on est là en train d'essayer d'agglomérer ou d'attacher des théories. Et c'est vrai que quand on regarde de manière scientifique, le co-développement, le groupe de co-développement et la pratique est en lien avec les théories de l'apprentissage collectif. Si on regarde, par exemple, je ne vais pas tout développer, mais juste, peut-être, par exemple, comment le groupe de co-développement est là pour créer une zone de proche développement. Vous savez, la zone de proche développement de Vygotsky, qui est quand même un psychologue, pédagogue, et qui a utilisé vraiment tous ses travaux pour aller développer la psychologie du développement, et notamment chez l'enfant. En fait, Vygotsky, il dit quoi? Il dit, dans la majorité des cas, le développement est fondé sur l'apprentissage. Et pas le contraire. Donc, ça veut dire que quand on apprend, on se développe et après, on apprend. On apprend et après, on se développe. Et l'apprentissage, il est fondé aussi sur l'expérience quotidienne. Et cette expérience quotidienne, elle est à soutenir parce que ce n'est pas juste une expérience qui n'est pas récursive. Si on n'en fait rien de l'expérience, en fait, elle est perdue finalement. Donc, la récursivité qui est proposée par le groupe de co-développement va permettre encore plus l'apprentissage dans l'expérience quotidienne. Et ce qui dit Vygotsky, c'est que l'apprentissage ne va pas résulter d'un effort indépendant, je n'apprends pas seul, mais d'une collaboration sociale. Et c'est exactement ce qu'on va prôner, en fait.
C'est-à-dire que l'autre, donc la personne, quand on est en apprentissage social, on a un autre en face de nous. En fait, ça marche parce que l'autre est un humain, si je le dis autrement, hein, parce que l'IA, finalement, ça peut être un autre, mais pas vraiment. Et l'autre, en fait, va nous permettre de sortir de ce qui est connu et familier, en décoïncidant avec nous, en nous mettant quelque part en méta. Et donc, c'est parce qu'on va se distancier de l'immédiateté de l'expérience qu'on va pouvoir cranter. Et donc, cranter, c'est finalement, dans cette théorie-là, créer des liaisons associatives avec un autre. Et quand on raconte ça aux clients, quand on dit « mais oui, mais en fait, c'est complètement en ligne avec ce qu'on sait de l'apprentissage social et collectif, du conflit socio-cognitif, de comment est-ce qu'on va confronter nos points de vue sans se confronter, en fait, au sens de l'affrontement, au sens du conflit, tout court. » Donc, ce que Vygotsky modélisait, il modélisait l'autre comme un sachant, par contre. Il modélisait l'autre comme un initié. Et puis, nous, dans le groupe de co-développement, on fait évoluer un petit peu cette théorie. On leur dit, on va se positionner différemment. On va garder en tête son idée que le développement est fondé sur l'apprentissage social, mais en précisant que le sachant n'est pas un statut. C'est-à-dire qu'on ne va pas se revendiquer sachant, parce que sachant, ce n'est pas une identité. On n'est pas sachant. En fait, c'est quelque chose d'un état. On peut être sachant et apprenant en même temps dans une même expérience, dans un échange. Donc, si je le dis autrement, ça veut dire que ce qu'on prône dans le groupe de co-développement, c'est on est tous légitimes à faire progresser l'autre. Et ça, c'est un petit peu la philosophie du groupe de co-développement et ce qu'on peut présenter à nos clients. Donc, vous voyez, en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens qui nous achètent, ils sont de plus en plus à même de nous demander, finalement, sur quoi se base pour affirmer que c'est efficace et que ça marche. Et donc là, quand on regarde les théories, alors je les déplie pas toutes, hein, mais même sur les biais cognitifs, les émotions, le modèle de la capacité d'agir, c'est complètement en ligne avec toutes ces théories scientifiques. Je ne vais pas développer plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Mais si tu Nathalie, il va falloir qu'on développe ça plus puis que les gens puissent utiliser ce matériel éventuellement pour justifier encore plus. Tu veux que je développe? C'est ça que non, tu veux? Pas là, mais il va falloir ça serait sympathique qu'on puisse faire ça éventuellement, écrire là-dessus pour fournir du matériel qui pourrait être utilisable. Oui, exactement. Et vers la capacité d'agir, c'est un peu la même chose. Hein. C'est comment est-ce qu'on mène l'action, comment est-ce qu'on lève l'action, cette capacité à agir. On peut avoir l'intention d'agir sans agir. Et donc, le groupe de co-développement, comment est-ce qu'il va être là pour lever justement cette intention vers l'action? Ouais. Avec plein de théories aussi derrière. Hein. Mais c'est des choses qu'on développe après aussi dans les masterclass. Donc, si vous venez, vous allez voir que ça va être un dépliage permanent. Tu veux qu'on avance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas plus de questions, donc nous on déroule s'il n'y a pas plus de questions. Il y avait une question à laquelle tu as répondu en ligne, quelqu'un disait il y a des ajustements possibles, c'est Sophie Palès qui disait ça, des ajustements possibles, quels sont les fondamentaux immuables? En effet, ce sont les éléments que j'ai présentés précédemment, mais s'il faut les rappeler, c'est centré sur le client, contractualisé, en mode de collaboration et d'apprentissage, libre et non imposé. Mais centré sur le client, c'est l'essentiel, c'est probablement l'élément le plus déterminant de la proposition. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je développe ou pas? Je pense que si on veut, pense qu'on n'a peut-être pas le temps, si on va voir s'il y a d'autres questions. Oui. As-tu testé une IA dans l'animation? Je vous proposerai, si vous voulez, tester. Hein. Enfin, on peut faire des groupes de tests. Hein. C'est possible. Le mieux, c'est ça, parce que si je vous raconte, c'est vrai que sur l'IA, je veux dire, il y a une question sur est-ce que tu as déjà testé l'IA dans une animation? Oui, j'ai déjà testé. Le MIT a créé le Center for Collective Intelligence et certaines études sont reprises dans le super collectif d'Émile Servin-Schreiber. Super. Merci pour la référence. Il n'y a pas d'autres questions, Claude. OK. On arrive vers la fin. Qu'est-ce qu'on avait comme autre diapo après? Vas-y, Sonia. Vos questions, on était là, c'est ça. Après, en fait, on voulait voir. Le moment a été court. On était dans le fast, pas le fast codev, mais le fast webinaire. Qu'est-ce qu'on a appris? Avec quoi repartons-nous? On n'est pas un groupe là, qui nécessairement va continuer, à moins que peut-être on se revoie. Qu'est-ce qui nous relie? On aimerait vous poser ces questions. Donc, qu'avez-vous appris aujourd'hui et avec quoi repartez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous relie les uns les autres? Vous pouvez mettre dans le chat et on lit tout.
Alors, il y a l'IFOD qui m'informe que comme le sujet de l'IA vous intéresse et qu'il y a eu pas mal d'allers-retours dessus, on peut très bien organiser un webinaire entre IA et Codev pour le mêler un peu plus et déplier un petit peu plus ce sujet. Alors, le Codev qui est en lien avec l'apprentissage collectif, et cela me va très bien, parce que je suis formatrice. Je repars avec l'envie de poursuivre mes apprentissages des groupes de co-développement. Action, réaction, Sonia. Incroyable souplesse et structure du Codev. Ce qui est intéressant pour les formateurs, ça évite aussi le formateur parfois à revoir sa posture, et de ne pas être centré sur ce que je montre, mais sur ce que l'apprenant apprend. En co-développement, on est vraiment plus dans cette perspective-là. Très bonne idée. L'IA, l'amour de l'être humain et la confiance dans l'intelligence collective. J'adore. Envie d'explorer le Codev. Mettre de la réflexivité dans le couple, problème-solution. Je repars avec l'envie de passer de nouveau du temps avec vous. C'est génial. Apprendre encore davantage sur le Codev. Et la science et la pédagogie de Claude et Nathalie et son sourire. Nathalie, c'est qui? L'efficacité de format court pour le Codev. Appris, hybridation. Il y a énormément d'émotions dans ce que vous partagez. Hein. Vous avez vu? Donc, il y a le concret, le dur, l'organisation, le processus, tout ce qui est comme ça. Et il y a comment on le vit. Et nous, en fait, enfin, moi en tout cas, si j'avais à répondre à la question, c'est je repars avec comment vous l'avez vécu, avec tous ces vécus-là. Et toi, Claude, avec quoi tu repars? En fait, ça faisait un moment que j'avais fait ce genre d'événement et travaillé à le préparer. Je me rendais compte que j'étais un peu rouillé, donc je repars avec un peu de confiance, de plaisir anticipé pour retravailler avec toi très, très prochainement. Et très heureux d'entendre ces réactions où on sent que ça crée du mouvement, ça nous permet d'être connectés ensemble de co-développement. C'est ce qui est merveilleux avec cette méthode et plein d'autres, mais celle-ci parce qu'on en parle actuellement. Alors, ce qui nous relie, on peut continuer à être reliés. Certains d'entre nous sommes peut-être déjà connectés sur LinkedIn ou autrement. À la diapo suivante, il y a l'invitation à se relier les uns les autres sur LinkedIn. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les activités de l'Association québécoise de co-développement à qcdp.org. Si jamais vous vouliez lire un livre intéressant sur le sujet, celui que j'ai publié chez Erol, et un atelier de ressources humaines qui s'en vient très prochainement à IFOD. Oui. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? On a un nouveau masterclass qui ouvre, un masterclass ou atelier. Claude, il est très, très, très humble. Il parle d'atelier. Nous, on parle de masterclass parce qu'il y a un master avec nous. Donc, un atelier d'approfondissement, c'est pour les gens qui pratiquent le Codev, des gens qui ont été formés et qui pratiquent. Donc, c'est pas une formation au Codev, c'est pour aller plus loin. C'est pour aller dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce dont on a parlé, c'est-à-dire les nouvelles pratiques. Qu'est-ce qui vous questionne? Quels sont vos challenges? Qu'est-ce que vous voulez partager avec vos pairs, experts, entre guillemets, également? Donc, c'est 15 et 16 novembre. Vous avez le lien d'inscription que je peux vous mettre dans le chat. On va ouvrir les inscriptions. Il y a 16 places. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers l'IFOD. Voilà, je vous le mets. Très bien, mais je vois qu'il est… On a des gens qui ont testé. Anne, bonjour Anne, qui dit c'est super, j'ai testé, et d'autres. Ça sera un laboratoire. On va expérimenter, explorer des possibilités ensemble et on applique le co-développement à cette activité-là aussi. Donc, on va être en mode réflexif tout le long, en mode co-développement tout le long pour apprendre ensemble et s'entraider. C'est ça, c'est une mise en abîme. Et nous, avec Claude, on adore. Mais il est 19h03. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous propose qu'on clôture ici. Merci Sonia pour enlever les slides. On vous voit un petit peu. On se dit au revoir, à bientôt. Merci pour votre présence. L'IFOD va revenir vers vous pour vous envoyer les slides, promis. J'arrête l'enregistrement. À très vite. Pour ceux que je vois à l'écran, pour ceux que je connais pas, pour ceux qui arrivent dans cette prochaine masterclass. Claude, on se retrouve bientôt. À très bientôt. Ben, merci à tous et toutes d'avoir été là et merci particulièrement à toi, Nathalie. C'est un plaisir de faire ça ensemble. Plaisir partagé. Et tu seras en France au mois de novembre. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.